Au collège, j'avais l'habitude de pouvoir passer mes classes. Tu ne faisais pas trop d'efforts. Voilà. Et en médecine, que j'ai découvert que non, en fait, je devais faire beaucoup plus d'efforts pour là pouvoir m'imposer. Parce que deux parents, master tous les deux, moi je voulais plus faire d'études. Eux, pour eux, tu dois forcément avoir un doctorat. Je me suis dit, bon, on va trouver un compromis. Moi, je vous promets que je vais être parmi les meilleurs dans mes nouvelles études que je vais commencer là. Par contre, je vais faire du business à côté. Est-ce que vous pensez qu'on peut échouer en faculté de médecine et être le plus heureux au monde? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé des Jeunes. Nous recevons Jamal, un entrepreneur qui a commencé sa première année en médecine et qui a échoué lamentablement, mais qui ne regrette pas aujourd'hui. Il est entrepreneur dans l'agroalimentaire. Il va nous partager son histoire, son parcours, comment il entreprend les défis qu'il surmonte au quotidien et surtout ce qui le rend heureux dans ce défi. Donc restez jusqu'au bout, donnez vos avis en commentaire, likez la vidéo, partagez, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Jamal, bonjour. Bonjour Nathalie. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Non, c'est un plaisir. Et je sens que ça sera un partage et un échange vraiment inspirant. Je vais te poser directement la première question sans même te demander de te présenter. Comment on peut échouer en médecine? Et cette faculté de médecine que les parents nous disent que c'est un prestige, c'est un honneur en tant que jeune de faire la médecine. Toi, tu vas là, tu échoues et tu es content. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Donc, tu vas nous partager déjà ton parcours, comment tu as commencé, les études que tu as faites avant de venir à ce parcours. En médecine, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un bac D. À l'obtention de mon bac, moi je voulais de base faire... il y a aussi ce point-là, c'est qu'on ne nous parle même pas de ce qui suit. Donc, je savais que j'avais quand même des compétences en mathématiques. J'arrive à voir le monde de façon plutôt cartésienne. Donc, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit, bon, je pourrais faire quelque chose qui a un lien avec les mathématiques et tout. Et là, les parents m'ont dit, non, tu as eu un bac scientifique, va faire la médecine. Là, à la fin de cette année d'études, tu auras un travail. Et c'était pour eux quelque chose de prestigieux, on va dire. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en fac de médecine. Je travaille énormément. Parce que au collège, j'avais l'habitude de pouvoir passer mes classes sans grand souci. Je n'étudiais même pas vraiment. Je ne savais même pas que j'étais... Tu ne faisais pas trop d'efforts. Voilà, je ne faisais pas d'efforts. C'est en médecine que j'ai découvert que non, en fait, je devais faire beaucoup plus d'efforts pour là pouvoir m'imposer. Donc, j'ai énormément travaillé. Juste que ce qui me manquait à cette étape-là, c'est l'organisation. Je n'étais pas organisé dans mon travail. J'étudiais, mais pas de façon organisée, ce qui a conduit à la fin de cette année, de ma première année-là, à un échec. Et après cet échec, oui. Qu'est-ce qui a suivi? Les parents et quel choix tu as fait après? Comment ça s'est passé? Après cet échec en fac de médecine, là, les parents, j'ai senti clairement qu'il y avait eu une déception en eux, ce qui est plutôt normal. Il y avait une déception en eux, mais moi, je ne pouvais pas l'afficher de façon extérieure. Mais au fond, moi, j'étais plutôt, je ne vais pas dire joyeux à ce moment précis à 100%, mais je savais quand même que là, il y a quelque chose de grand qui était en train de venir à moi et je ne savais juste pas encore comment ça allait se passer. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me correspond vraiment, qui correspond à ma vibe, à mon énergie, qui était en train de venir dans ma vie. Mais je savais, pour toi, ce n'est pas la voilà, je savais que ce n'était pas la médecine parce que en un an, j'étais rentré dedans. J'avais eu l'occasion de parler avec des médecins et je me rends compte que non, la façon dont ils vivent, c'était pas c'était pas la joie. C'est pas cette vie-là que tu veux pour toi. Voilà, ce n'était pas ce que je voulais pour moi. Et du côté des parents, en fait, quel choix vous avez fait après cet échec-là? C'est vrai que tu as dit que tu étais content, les parents sont déçus, oui. Mais
Et qu'est-ce qui a été décidé? Quelle étude tu vas faire? Parce que quand on échoue, il y a deux façons d'échouer. Soit tu échoues et tu as la possibilité de reprendre une autre année, soit tu échoues et on te réoriente, tu n'as plus la possibilité de t'inscrire en médecine. Donc on te dit d'aller vers une autre formation. Oui. Donc pour toi, quel était ton cas et quelle formation tu as choisi après? Dans mon cas, j'ai échoué et je n'avais plus la possibilité de reprendre. Heureusement, j'ai échoué de peu pour avoir la possibilité de reprendre. Okay. Et aujourd'hui, je me dis heureusement. Donc, après cet échec-là, moi, j'ai clairement dit à ma mère que je ne voulais plus faire des études et que je voulais chercher de l'argent. Ok. Je lui ai clairement dit, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit, écoute, moi, ce que j'aime, c'est le commerce, c'est voilà, faire des deals. Tu donnes et tu as quelque chose, de l'argent en retour. Exactement. Prendre un produit, vendre à quelqu'un, avoir la satisfaction dans ses yeux, le voir utiliser quelque chose que moi j'ai pensé dans ma tête. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, je lui avais dit que moi, je voulais chercher de l'argent. Et pour eux, c'était tout simplement inconcevable. Parce que deux parents, master tous les deux, eux, dans leur intellect, c'est mon enfant, le minimum, c'est le doctorat. Donc, à la suite de ça, il y a eu une période où on ne s'est pas très bien entendu. Moi, je ne voulais plus faire d'études. Pour eux, tu dois forcément avoir un doctorat. Et je me suis dit, bon, on va trouver un compromis. Je vais faire des études, mais à condition que ces études-là me permettent de pouvoir faire autre chose à côté. Parce qu'en médecine, l'une des choses qui me dérangeait, c'est que je n'avais pas souvent de l'argent sur moi. Et je voulais en gagner. J'aimais gagner de l'argent. Mais en médecine, tu ne peux pas. Tu auras le temps là-haut. Tu n'as pas du tout le temps. Tu ne peux toujours pas. C'est ça, je plains les étudiants en médecine. Bon, peut-être que eux, c'est leur vie, ils aiment ça. Mais ils n'ont pas de temps. Chaque fois que tu les vois, s'ils n'ont pas un manuel en main ou bien un cahier dans les escaliers des salles de cours en train d'apprendre, chaque fois, moi je me dis, c'est une souffrance. Moi, je ne peux pas faire ça tout le temps. Voilà. Donc, c'est vraiment le plus gros souci en tant qu'étudiant, ne pas pouvoir se chercher à côté. C'est compliqué. Oui, très compliqué. Donc, je t'ai coupé dans ton histoire. Donc, tu étais en train de dire que, donc, parce que tu n'avais pas la possibilité en médecine de pouvoir chercher à côté, donc vous avez fait un compromis avec les parents. Oui. Que tu vas continuer, mais que tu vas pouvoir faire des activités, choisir une faculté que tu vas pouvoir, où tu auras la largesse de faire d'autres activités. Oui. Est-ce que cette faculté-là, c'est toi qui as choisi ça ou bien c'est eux qui ont choisi cette deuxième faculté? Oui, arrivé à ce point-là, moi je savais que je ne voulais plus qu'on choisisse pour moi. Donc là, j'ai vraiment dit clairement, si je ne peux pas choisir ce que je vais faire, je vais carrément laisser mes études. Donc vu que c'était l'option, laisser les études qui étaient en face, ils ont dit bon, choisis et fais. Et je dis, bon, j'ai toujours cette fibre de vendeur là, je leur proposais le deal de cette façon-là. Je dis, on va s'entendre. Je vais faire des études. Moi, je vous promets que je vais être parmi les meilleurs dans mes études, dans mes nouvelles études que je vais commencer là. Par contre, je vais faire du business à côté. Et faire du business, ça veut dire ne pas forcément tous les jours être à l'école. Si on peut s'entendre sur ça, mais à la fin, je vais quand même vous rapporter un bon résultat. Et c'est sur ça finalement qu'on est parti. Et j'ai commencé maintenant des études. J'avais commencé des études en comptabilité. Parce que je me disais, comptabilité, en faisant compta, je pouvais gérer moi-même mes finances. Voilà, mes finances d'entreprise. Et c'est une fois en comptabilité à l'université que je me suis rendu compte qu'il y avait économie et gestion. Okay. Donc je dis non. Ça cadre encore plus avec ce que je veux faire sur le long terme. Donc je switch rapidement de compta pour... En plus, on faisait des cours ensemble. Donc ça cadrait plus avec mes ambitions. Je dis je vais faire économie et gestion d'entreprise. Et comment s'est passé ces études en gestion? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu continues? Oui, actuellement je continue. Là, je suis pratiquement à la fin de mon cursus master. Bientôt, je termine mon master en gestion de projet.
Et pour être franc, au cours de mes études, quand j'allais à l'université, pour moi, c'était ces gens-là, ils s'amusent beaucoup trop ici. Comment faire pour finir le plus vite possible et aller vraiment être à temps plein sur le business. Wow. Donc, Businessman. Ok. donc, il n'y avait que ça dans ma tête. C'est un peu comme, c'était devenu un peu comme un appel. C'est-à-dire, il y avait une voix dans ma tête qui me disait, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il y a quelque chose qui me poussait tout le temps, tu dois faire ça. Donc, quand moi j'allais au niveau de l'université, quand il y avait du bruit en salle ou tout ça, je sortais, j'allais lire des livres sur l'entrepreneuriat, tout ça, juste pour me sentir quand même dans ce que je voulais faire. Oh, c'est vrai, c'est la passion, c'est vrai. Et tu as la soif en fait d'apprendre dans ce que tu fais. Exactement. Très intéressant. Et alors, est-ce que on a parlé de ton parcours scolaire et tu es ici en tant qu'entrepreneur. Oui. Est-ce que tu peux te présenter maintenant et dire ce que tu fais dans la vie? D'accord. Moi, c'est Saka Jamal, promoteur de Saka Entreprise. C'est la casquette? Oui. Ok. Je fais en gros dans l'alimentation. Je permets à mes clients d'avoir de la nourriture ou bien leurs produits alimentaires chez eux en toute simplicité. Donc, progressivement, on fait dans, disons, toute la chaîne de valeur, on fait dans la production, on transforme et on distribue maintenant jusqu'au client final. Ok. Oui. Et tu as commencé comment? Vous faites dans quoi? Qu'est-ce que vous produisez? À quoi? J'ai commencé, comme je disais, j'ai commencé juste après mon échec en fac de médecine. Là, je voulais juste chercher de l'argent. Moi, j'appelais ça comme ça. Je dis que je veux chercher de l'argent. Je veux avoir de l'argent. Je veux être autonome financièrement. Donc, j'ai commencé par faire d'abord des jobs au niveau d'une boulangerie. J'ai commencé par aller dans des champs. Il y a des parents, des membres de ma famille maternelle qui ont des domaines agricoles au niveau dans le nord, un peu plus dans le nord, au niveau de Ndali. Et j'avais commencé par aller là-bas pour chercher de l'acajou, venir revendre. En tout cas, je faisais juste, je ne savais même pas comment être orienté clairement, mais je faisais tout ce qui pouvait me rapporter de l'argent. Ouais. Donc, tu te cherchais. Voilà, je me cherchais sauvagement. Donc, j'alliais tout ça et progressivement, on s'est dit, ah, il y avait notre tante qui avait un terrain, mais qu'elle-même n'utilisait pas parce que les fonctionnaires ici, et c'était des personnes totalement, qui n'étaient même pas de la famille, juste des personnes comme ça du village qui utilisaient le terrain. Avec mon cousin, on s'est dit, gars, on n'a pas d'argent, il faut une source de revenus, il faut qu'on fasse quelque chose. On va délocaliser les gars qui sont là. On va d'abord demander à la tante, délocaliser les gars qui sont là et commencer par exploiter le terrain là. On n'avait même pas de capital, on n'avait rien. Et on ne pouvait pas aussi compter sur les parents parce que eux, ils n'étaient pas trop chauds pour ce côté-là. Pour eux, c'est tu es intelligent, fais le maximum d'études, aie ton doctorat et trouve... tu vas trouver un bon travail, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on délocalise les gars. On commence par produire... la première année, on a fait du soja. On commence par produire du soja. Et progressivement, c'était en 2019. Et progressivement, on a ajouté d'autres cultures. On a ajouté du maïs, du cassoulet. Tu as dit que vous n'aviez pas l'argent. Oui. Et comment vous avez commencé alors? Ah, ça c'est une très belle histoire. Voilà, il faut raconter une belle histoire, même si c'est brièvement. Comment, si un jeune qui nous suit, il n'a rien, il veut commencer, il veut faire comme toi, comment il va faire? Voilà. Comment vous avez fait? Déjà, par rapport au terrain, on avait vu que les gars, ils occupaient déjà le terrain. Donc on s'est dit non, gars, on n'avait pas les moyens d'aller louer un terrain. Donc on est venu négocier avec la tante. Ça n'a pas été facile de les délocaliser. Je dis ça comme ça, mais ça n'a pas été facile parce que même ils ne voulaient pas partir. Oui, c'est normal. Ils vont partir où en fait? Voilà. Donc, mais au finish, on a réussi à les délocaliser. Un an plus tôt, vu que on se cherchait, on avait décidé de faire un job
sur le terrain de quelqu'un d'autre. Ok. Donc, on avait trouvé quelqu'un qui cherchait des manœuvres agricoles. Donc, faut voir le cap. C'est-à-dire, tu partais pour être docteur et tu deviens manœuvre agricole. Ouais. Donc, mais moi, je me disais, si je dois commencer par là dans la vie, je commence. De toute façon, je suis encore très jeune. Très jeune, oui, il faut bien commencer quelque part. Voilà, donc je commence et j'évolue. On a fait la saison avec lui. À la fin de la saison, il nous a, parce que il avait une entente avec mon cousin. C'est à la fin de la saison qu'il devait maintenant nous rémunérer. À la fin de la saison, il a disparu. On avait, c'est-à-dire que les parents, tu dis à tes parents que tu vas chercher de l'argent, on te voit bouger, tu fais des mois. Et à la fin, comment tu reviens leur dire, non, en fait, on t'a fait arnaquer. On n'a rien eu, quoi. On n'a rien eu. Parce que tout ça, c'était dans l'optique d'avoir du capital. Ouais. Donc, même, on a travaillé gratuitement. Finalement, on n'a pas pu, on a retrouvé sa mère, qui, elle aussi, elle nous a dit, bon, votre rémunération, ce sera le semois que, on avait un semois semi-automatique, là. Oui. Ce sera ça. Parce que c'était resté avec nous pendant les travaux. Donc, ils n'ont plus voulu nous payer ce qu'ils nous devaient, mais ils nous ont dit de garder, quoi, pour ne pas vous laisser sans rien. Voilà, pour se débarrasser de nous-mêmes, en fait. Ok. Pour se débarrasser de nous. Donc, on se retrouve après des mois de travail, d'espoir, sans capital toujours. Et avec un semois. Voilà, avec un semois, sans terrain, sans rien. On te dit, ah, c'est que là, on est devenu très nerveux, très violent. On te dit, ah non, il va falloir que on réussisse à démarrer. Ouais. Donc, là, on n'a toujours pas de capital. Je commence par chercher chez qui emprunter de l'argent pour démarrer, ne serait-ce quand même qu'une activité. Mais ce qui était bien, c'est qu'au moins, avec l'année qu'on avait fait avec lui, on avait vu déjà comment ça se fait. Oui, c'est ce que vous avez gagné en fait. C'était juste ça, c'est l'expérience qu'on avait gagnée. On avait vu comment ça se fait parce que c'était même nous qui faisions le gros du travail. On partait dormir sur la ferme là-bas pendant des semaines. Parfois lui-même il ne restait même pas. Il ne restait même pas sur la ferme, on restait là. Et l'erreur que je faisais, c'était de laisser mon cousin, vu qu'il est plus âgé que moi, cette histoire de le laisser gérer. C'était une grosse erreur. Au lieu de gérer moi-même mes propres deals, on est allé voir un oncle dans un village, lui il est agriculteur, un cousin à ma mère. On lui a demandé à peu près 50 kilos, une bassine de semences quoi. Ça va faire dans les 40-50 kilos de semences. On a ramené, mais on n'avait toujours pas l'argent pour faire le labour de la terre. Oui, labour, peut-être si vous utilisez des engrais, je ne sais pas. Il y a les 20 ans, on avait rien en fait. Donc, là, et j'avais même pas un bon téléphone. Mon téléphone ne supportait pas WhatsApp. Je suis allé prendre un téléphone. J'avais un ami qui voulait vendre un téléphone. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, gars, je vais prendre ton téléphone là, que tu veux vendre. Je ne lui ai pas expliqué, mais moi, je savais que je voulais installer WhatsApp dessus. Contacter, mais en tout cas, toute personne que je connaissais et qui pouvait nous prêter de l'argent à rembourser avec intérêt sur les prochains mois. Donc, je prends le téléphone à crédit chez lui à 35 000. J'ai maintenant une dette de 35 000. Je commence par contacter des gars et des amis, des personnes que je pouvais contacter en tout cas. Là, je n'arrivais pas à trouver. Un jour, j'ai écrit à un ami, me dit, demande à telle personne. Une personne avec qui on avait fait le collège, quelqu'un de la même génération, mais qui est plutôt quand même, qui avait des parents plutôt aisés, on va dire, et qui était lui déjà en activité et tout ça. Donc c'est comme ça que je lui écris. Et ça passe. Ça passe. Il nous prête 100 000. Il nous prête 100 000. On démarre avec. Là, moi, je cours directement, je vais payer les 35 000 chez mon ami. Je vais maintenant faire le labour. Avec ça, on achète les premiers intrants dont on avait besoin. Et c'est comme ça qu'on se lance avec foi. Et la première année, vous avez pu avoir de l'argent, assez d'argent pour pouvoir
payer les prêts que vous avez fait? Oui, Les 100 000 que vous avez... oui. Ok. La première année, et bizarrement, c'était même un ami avec qui on fréquentait encore. C'est-à-dire, je n'ai même pas eu d'ego pour dire c'est quelqu'un de ma promotion. On a prêté. On a, à la fin, heureusement, ça faut que je me dis heureusement, on a pu avoir une quantité suffisante pour rembourser le prêt plus l'intérêt. Ça nous a mis dans de bonnes relations avec la personne. Et le peu qui restait, on s'est partagé ça. On a réservé une partie pour l'année qui suivait. Concernant la production, Oui. vous arrivez à produire environ combien comme ça par an? Ça dépend. Ça dépend. Parce que on a déjà, plus on va avancer dans le temps, plus le terrain va se fatiguer. Il y a tous ces détails-là. On a encore cherché d'autres terrains qu'on a ajoutés parce que c'était depuis, ce dont je parle, c'est depuis 2019. Là, on est en 2025. On a eu à ajouter des terrains, tout ça. Mais en moyenne, on peut se retrouver avec une trentaine de sacs. Plus, ça dépend des années, parfois plus, parfois un peu moins, mais en tout cas. Okay. Et dans la transformation, quels sont les produits dérivés que vous avez après la production comme ça? Quels sont les produits? Dans la transformation, on a fait par exemple du lait de soja. On avait commencé par commercialiser. Et on s'est rendu compte qu'il fallait, pour vraiment évoluer dedans, il fallait du matériel. C'est même tout ça que j'ai écrit mon mémoire de licence. Donc, on a fait on transformait le soja en farine de soja. Et j'avais même appris à faire le fromage de soja. Wow. J'ai fait l'étude de marché. En fait, j'ai écrit tout en mémoire dessus. J'ai poussé mon binôme quand on était en troisième année. Il a dit on doit faire ce thème-là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un objectif quand on commence les études. Et donc, à part le soja, lait de soja, farine de soja, et concernant le maïs, vous faites des produits dérivés bien. Le maïs, le produit dérivé qu'on fait pour le moment, c'est la farine qu'on amène directement aux clients. C'est-à-dire que nos clients, ils n'ont plus forcément besoin d'aller au moulin. Ils prennent directement le produit fini. C'est utile pour les fonctionnaires, c'est utile pour les étudiants qui vont prendre directement le produit et faire leur pâte directement à la maison. Très intéressant. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien en tant qu'entrepreneur? Les difficultés, tout dépend de la période. Tout dépend de la période. Sinon, au début, par exemple, moi j'avais des difficultés en termes de compétences. Okay. Parce que je n'avais pas entendu parler du truc. Je n'ai pas grandi dans un environnement en fait où il y avait quelqu'un qui était entrepreneur. Donc je ne savais même pas, jusqu'à l'âge adulte, je ne savais pas que ça existait. En fait, je voyais des personnes, mais dans le concret comme ça, je ne savais pas que tu pouvais prendre cette voie-là. Donc, j'avais des problèmes de compétences, je ne savais pas comment gérer le temps, comment gérer l'argent, tout ça, tout ça. On a aussi des difficultés par rapport à ceux avec qui il faut travailler, parce qu'il faut vraiment trouver des personnes qui sont aptes à faire le travail. Et on a des difficultés à financer nos activités, parce que les institutions ici ne financent pas ce type d'activité-là. Ce qu'ils vont financer, c'est peut-être le commerce. Et même là encore, en fait, pour quelqu'un qui a fait finance, moi je comprends que ça, tu ne peux pas te développer avec. Parce que c'est du crédit de suivi. C'est pas c'est pas fait pour l'investissement. C'est pas fait pour l'investissement. Et concernant l'évolution alors, vu que vous avez des difficultés de financement, de main-d'œuvre, comment vous pensez évoluer? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans? Dans les 10 prochaines années, franchement, moi je vois Saka Entreprise comme un leader dans l'alimentation ici au Bénin. Parce que le secteur de l'alimentation n'est pas structuré. C'est un gros désordre, c'est vraiment pas structuré. Donc, ceux qui vont se positionner correctement, qui vont diriger correctement les choses et qui vont pouvoir offrir une solution centralisée, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Ils vont pouvoir offrir une solution centralisée au marché, vont pouvoir vraiment leader le marché. Vous allez voir, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Amérique, par exemple.
où l'alimentation est contrôlée par des groupes, des petits groupes. Ici, il y a beaucoup trop de maillons qui sont totalement éclatés et qui font que le client final, en fait, se retrouve à payer souvent quelque chose parfois de pas hygiénique, de mauvaise qualité et à des prix souvent exorbitants. Donc, c'est ce que nous, on vient résoudre. D'ici les prochaines années, moi, je veux avoir une part de marché vraiment considérable, minimum 1 million de consommateurs par jour. Parce que chaque jour, les gens mangent. C'est pourquoi moi, j'ai choisi l'alimentation. Il y a, quel que soit ce qui va arriver dans un pays, chaque jour, les gens sont obligés de manger. Oui. Donc, chaque jour, moi, je vais me charger de leur apporter de la nourriture. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette mission que tu t'es attribuée. Et on espère que tu vas pouvoir atteindre, ou bien que vous allez pouvoir atteindre les objectifs dans ton équipe. Et dans l'équipe, vous êtes combien? Dans l'équipe, il y a des permanents et on a un peu de tout. Il y a quelques personnes qui sont permanentes. Il y a des personnes à temps plein, à temps partiel plutôt. Et on a des saisonniers qui nous aident. Par exemple, au niveau du volet production, on travaille beaucoup plus avec des saisonniers. Quand le moment arrive, on cherche à gauche à droite dans le village des jeunes pour pouvoir nous aider. Au niveau de la transformation, on a, voilà, ça par exemple, on travaille ensemble. Donc, il y a une équipe, disons, permanente qui est à ce niveau-là. Et au niveau de la commercialisation, de la distribution, on est aussi, il y a une personne qui est là en permanence, en plus de moi-même. Et en dehors de la gestion de l'entreprise, comment tu arrives à gérer ton temps en général, vie familiale, entrepreneuriat, comment tu arrives à gérer? Par rapport à ça, je me suis énormément formé. J'ai lu des livres, j'ai fait des expériences pour pouvoir, parce que c'était devenu compliqué. Comme je disais, j'avais promis à mes parents d'être parmi les premiers et c'est ce que j'ai fait. Au niveau de mes études, au moins pour pouvoir leur faire oublier cette déception de la médecine. Donc, j'étais tout le temps parmi les premiers à l'université, malgré que je n'allais pas forcément à tous les coups. Et je devais aussi être bon dans le business. Sinon, je me dis, tu ne vas pas faire tout ça et venir échouer ici. Oui. Donc, je devais réussir sur les deux plans. Donc, j'ai dû commencer par apprendre à prioriser des choses. Matrice des honneurs, tout ça. J'ai d'abord lu énormément de livres par rapport au sujet. Getting Things Done, Le pouvoir des habitudes, des tas de livres. Voilà. Non, ça par contre, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. C'est très intéressant, je te conseille de le lire. Okay. Je prévois de l'acheter et de le lire. Donc, à force de lire, je lis, je teste. Je lis, je teste. Jusqu'à ce que j'ai pu créer, on va dire, ma formule propre à moi, qui me correspondait, qui part de mes objectifs sur le très long terme, jusqu'à ce que je dois faire chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, je me réveille. J'ai des fiches déjà élaborées, c'est que chaque jour, je dois faire ci, ça. Et chaque dimanche, je m'assois pour faire le point de ce qui a été fait dans la semaine et voir est-ce que je suis en train d'aller vraiment vers ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est bien de rêver et tout ça, mais dans la pratique, est-ce que tu fais vraiment le job? C'est ce qui compte. Très bien. Concernant la vie familiale, est-ce que tu es marié ou tu as des charges, à part le fait que peut-être les parents sont là? Est-ce que tu as d'autres charges? Oui, j'ai un enfant, j'ai ma chérie. Donc, il y a une vie déjà de famille qui est là. Et qui fait que, comme je disais, au début, il y avait les cours, il y avait l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a une vie de famille. Tu es obligé de... Tu ne peux pas être tout le temps en train de bosser comme avant. Donc, tu es obligé de savoir comment gérer maintenant de façon à quand même atteindre tes objectifs et à quand même être présent pour ta famille et tes charges. Donc, il faut préciser qu'il travaille avec sa chérie. Et si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, je vous invite à regarder une très belle personne qui est venue partager son expérience. Elle fait du popcorn. Elle vit, donc c'est son mari, la belle famille, c'est lui. Donc, allez regarder l'épisode, c'est vraiment très intéressant et ça pourra également vous donner
un parchemin si vous voulez entreprendre. Et si vous doutez du fait de l'entourage, est-ce que vous aurez du soutien, c'est très important. Allez regarder cette vidéo. Donc, c'est le mari de Elvie. Donc, vous travaillez avec votre femme. Oui. Et comment vous arrivez quand même à gérer ce quotidien-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'occupation, l'enfant, tout? Comment vous arrivez à le faire? C'est une question d'organisation beaucoup. C'est beaucoup une question d'organisation. Il y a également ma mère, Madame Saka de Koalima, à qui je fais un coucou. Coucou maman, belle maman chérie. qui aide énormément avec l'enfant. Quand on est en train de travailler, qui aide beaucoup avec l'enfant pour pouvoir la garder et tout. Et qui permet aussi de pouvoir vaquer à certaines occupations sans être trop inquiété par ce volet-là. Très, très intéressant et très inspirant. Tu as une histoire vraiment passionnante. Toi-même, tu es une personne passionnée. Vraiment, tu as beaucoup partagé. Je ne savais pas qu'on a des jeunes ici qui se battent et qui arrivent quand même à se cultiver, à chercher, à sortir leur épingle du jeu, coûte que coûte. Donc, tu fais partie de ces jeunes-là et je pense que c'est une très belle découverte. Et ces personnes-là qui vont regarder cette vidéo, ça sera une inspiration pour tous ces jeunes-là. Et moi également, j'ai beaucoup appris de toi. Il y a des choses que j'aurais aimé faire, je n'ai pas pu faire très tôt. Et t'écoutant partager ton histoire, comment tu as commencé, ça m'inspire et c'est également une feuille de route. Moi, je suis agronome et tout ce que tu dis là, c'est même une agronome ou un agronome ne peut pas donner autant que tu as donné là. C'est pas tous les agronomes. Il y a des agronomes qui ont fait des études juste parce que peut-être les parents ne disent pas faire ces études. Oui. Mais toi, tu n'as pas fait des études en agronomie. Tu as appris dans le tas oui. et tu as sorti ou bien tu sors ton épingle du jeu. Donc, je voudrais quand même que tu nous dises, est-ce que tu as parlé de ton expérience où vous avez travaillé pour rien? Est-ce que si on retourne en arrière et on ne te cache pas, on dit vraiment, il faut travailler, tu n'auras rien à la fin. Est-ce que tu vas faire ce sacrifice-là, de travailler sans rien avoir en tant que jeune? Est-ce que tu vas prendre cette décision? Bien sûr, je vais même te donner une exclusivité. Quand ma mère va voir ça, elle va beaucoup me pardonner. Quand j'étais en 3e année, j'ai fait un stage académique dans un projet, je ne vais pas nommer le projet. Et on était 5 à la fin du projet, à la fin du stage plutôt. On m'a proposé de me retenir moi seul sur les 5. Et j'ai décliné poliment. Pour un salaire de 80 000. Je n'ai jamais dit ça à la maison, ce truc-là. Pour un salaire de 80 000. Ok. Et je suis venu gagner 8 000 francs par mois en entrepreneuriat. 8 000 par mois? Oui. Waouh. À la fin, quand j'ai fait le point, j'ai vu que ça faisait 8 000. Oui, c'est vrai. C'est pas comme si, bon, à chaque mois, tu as 8 000, mais quand tu fais le point, voilà. Et tu divises par le nombre d'années que tu as travaillé, le nombre de mois plutôt que tu as travaillé, tu vois que tu te retrouves à parce que ça faisait 100 000. J'avais gagné 100 000. Donc, j'avais refusé 80 000 pour venir gagner 8 000 francs. Et j'étais pleinement conscient, même à l'époque, là, j'étais pleinement conscient que je peux rapidement, je ne vais pas dire rapidement forcément, mais je peux trouver un travail mieux payé que l'entrepreneuriat. Ok. Donc, c'est pas comme si tu te dis que tu te lances là parce que tu n'as pas trouvé un emploi qui te paye. Non, pas du tout. Tu sais que tu vas trouver un emploi très bien. Oui. Mais malgré ça, si j'ai bien compris. Oui. Okay. Parce que déjà, j'aime ça. En dehors du fait d'aimer ça, je sais que avec ce que je suis en train de voir là, un emploi classique comme ça, oui, c'est très bien. Mais ça va me permettre peut-être de gérer moi seul et mes charges immédiates. Mais si je fais, en tout cas, où je suis en train d'aller dans la vie là, si je réussis à arriver là-bas, le nombre de personnes que je suis en train de drainer avec moi, même là actuellement je parle, j'ai des cousins, il y a des personnes qui viennent travailler dans le projet, il y a des personnes qu'on impacte d'une manière ou d'une autre. Le fait de savoir que tu es en train de drainer ces personnes-là, que tu as créé une source qui eux aussi leur permet de gagner un peu, au lieu de penser uniquement à toi seul, c'est
pour moi en tout cas, c'est gratifiant. De savoir que oui, tu n'es pas juste intelligent, tu as fait quelque chose qui a impacté. voilà, qui a aidé une autre personne. Alors qu'on est presque à la fin, D'accord. et je voudrais que tu donnes un conseil, ou bien des, si tu en as beaucoup, à ces jeunes qui nous regardent, qui souhaiteraient entreprendre, et également, d'un autre côté, à ce jeune-là qui peut-être ses parents lui ont imposé des études. Quel conseil tu donnerais? Bon, on va commencer par la dernière question. Dans le cas où on t'impose des études et que tu as ta vision, tu sais que dans ça, je ne me sens pas vraiment à l'aise. Ouais. Appelle tes parents à la table de discussion. De toute façon, si tu veux devenir entrepreneur, là, ton job sera de faire des deals, de discuter avec des gens et de négocier. Si tu ne peux pas négocier avec déjà à ce niveau-là, devant tu vas te cracher. Donc, appelle à la table de négociation, explique-leur ce que toi tu vois et peut-être qu'ils ne voient pas. Parce que même moi qui parle, ça ne s'est pas fait en 2-3 jours, c'est pas en un claquement de doigts. Ouais. C'était vraiment très très difficile de pouvoir convaincre quelqu'un qui pour lui, tu dois faire ce chemin-là forcément, de lui dire que tu veux faire de l'agriculture. Au début, on m'a pris pour un fou, mais progressivement, eux-mêmes ils sont en train de voir que non, ce que le petit fait, ça commence par donner, il commence par aider à payer les factures, il commence par faire ci, ça. Donc le respect commence par venir. Et quand tu vas atteindre ce niveau en tant que jeune où tu commences à participer, là forcément ils vont commencer par comprendre. Mais ne pas forcément se buter pour dire bon, on m'a imposé ça, soit je vais totalement pas faire ça. Parce que quand tu vas te lancer, tu ne vas pas réussir du premier coup. Ça ne marche pas comme ça. Donc tu conseilles de ne pas frustrer les parents, pouvoir discuter avec les parents, oui, trouver un terrain d'entente, oui, et pouvoir gérer comme voilà, avec. Bon, en tout cas, c'est la première étape. Essaie de trouver un compromis maintenant. Si ce n'est pas du tout possible, que tu sens que c'est ce que tu dois faire, là, la décision, elle est personnelle. Et que c'est toi, tu dis, je m'engage à faire ça, quitte à ce que personne d'autre ne soit d'accord avec ce que je suis en train de faire. Et alors, un jeune qui veut entreprendre, quel conseil tu lui donnes? Qui veut se lancer maintenant? Qui veut se lancer maintenant? Il y a beaucoup de choses qu'un jeune qui veut se lancer maintenant pourrait faire. Mais ce sur quoi je vais beaucoup mettre l'accent, c'est ne pas se cacher, je vais dire. Parce que on n'a pas abordé beaucoup ce sujet-là, mais je partage du contenu sur les réseaux. Okay. Et ça m'a énormément aidé. Parce que au début, j'ai commencé par partager pour ne pas devenir fou. J'avais constamment des idées d'entrepreneuriat. J'avais besoin d'un canal pour sortir tout ce que j'avais dans la tête. Je ne savais même pas que ça s'appelait de la création de contenu. Pour moi, c'est que je balançais ce que j'ai dans la tête et j'ai vu que ça attirait des gens. Ça parlait à d'autres personnes. Ça a commencé par créer une communauté. Donc, vraiment, aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Si tu as un projet, même si tu n'as pas vraiment de capital et tout ça, parle-en et teste automatiquement. Ne t'assois pas dans ta chambre pour rédiger un business plan de je ne sais pas combien de pages. L'idée que tu as là, ramène ça de façon terre à terre. Quel problème ça règle? Et règle en même temps le problème auprès de quelqu'un. Prends 10 personnes, règle le problème auprès d'eux et reviens leur demander qu'est-ce que je peux améliorer. Ça va te faire avancer plus vite que t'asseoir seul. Imaginer toi seul ton projet en dehors de la réalité et vouloir après venir imposer ça au client. Et sur les réseaux, c'est quoi ton nom si on veut te retrouver? Sur les réseaux, c'est Jamal Saka ou Jeune Entrepreneur 229 pour ceux qui voudraient retrouver le compte. Ok. Alors, on est à la fin. Est-ce que tu as un mot de fin? Merci pour le partage déjà. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. T'es gratuit. Le mot de fin, ce serait beaucoup plus un appel, je dirais. Parce que ça fait plus de 7 ans qu'on a
commencé cette aventure-là, on a débroussaillé le terrain, on a fait des tests, on a compris comment ça marche, on a fait des erreurs. Maintenant, on est au niveau où il faut étendre ça. Il faut développer parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, mon objectif c'est de nourrir au moins 1 million de Béninois de façon directe et indirecte par jour ici au Bénin. Donc, c'est le moment d'étendre en fait la zone qu'on arrive à couvrir avec notre projet. Que ça ne s'arrête plus juste sur les réseaux, que ça ne s'arrête plus juste sur nos connaissances directes qu'on livre tous les mois pour leur ravitaillement à domicile, mais qu'on puisse vraiment étendre le projet et qu'il y ait d'autres personnes en fait qui rejoignent et qui soutiennent ce projet-là de façon à ce que ce soit aussi bénéfique non seulement pour les jeunes de la zone, parce qu'on va créer forcément encore plus d'emplois, mais aussi utile pour le consommateur qui a droit, le consommateur du Nord Bénin qui a droit à la qualité dans ce qu'il mange, qui puisse savoir que, ah non, en fait, il y a des jeunes, quand je vais les contacter là, ils vont m'apporter quelque chose dont ils ont veillé à l'hygiène, ils ont veillé à la sécurité alimentaire, ils ont veillé à tout ça, à la qualité du produit. Parce que c'est aussi l'avantage quand tu fais des études comparativement à quelqu'un qui fait juste mis dedans et qui à tout prix veut juste te vendre quelque chose, quel que soit ce que ça aura comme répercussion sur ta santé à toi. Donc, pour terminer, c'est un appel pour ceux à qui ce projet leur aurait parlé, qui viennent, qu'on trouve un deal, qu'on travaille ensemble de façon à développer cette entreprise-là. Très bien. Jamal est ouvert à la collaboration. Donc, si vous voulez investir dans le domaine de l'agroalimentaire ou dans le domaine agricole en général, Jamal et son entreprise et son équipe, ils sont là pour vous. Ils sont là pour que vous puissiez travailler ensemble. Et ils ont également acquis de l'expérience, un certain nombre d'années d'expérience. Et vous avez écouté avec son parcours que c'est un parcours de combattant et il connaît de quoi il parle. Il a de l'expérience et c'est également un scientifique. Il a fait des études dans ça. Il faut avoir confiance en Jamal et son entreprise. Donc, si vous avez des intentions d'investir dans ce domaine, Jamal et son entreprise, ils sont ouverts. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, donner vos avis en commentaire, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.